bonjour à ceux qui nous rejoignent. Troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat et les titres de l'actualité politique et parlementaire ce matin, Saveria. Bonjour à tous. La future collectivité européenne d'Alsace en débat au Sénat. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin vont fusionner pour créer une seule collectivité. Mais le débat fait rage sur le nom de ce nouvel ensemble et sur les compétences qui lui seront attribuées. Les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot sur la privatisation d'Aéroports de Paris, très opposée à cette mesure prévue dans la loi Pacte. La gauche sénatoriale va déposer une demande de référendum d'initiative partagée pour revenir sur cette privatisation. Pour y arriver, elle compte sur le soutien de la droite. Finalement, le groupe Les Républicains n'appuiera pas officiellement la démarche. La guerre du camembert débarque au Sénat et c'est ce qu'on appelle en faire tout un fromage. Plusieurs sénateurs montent au créneau pour protéger le camembert de Normandie au lait cru. D'autres défendent son avatar industriel fabriqué en Normandie. Avatar au lait pasteurisé. Reportage à suivre. Je vous le disais en titre, les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot sur la privatisation d'Aéroports de Paris, très opposée à cette mesure prévue dans la loi Pacte. La gauche va déposer une demande de référendum d'initiative partagée pour revenir sur cette privatisation. Pour y arriver, elle compte sur le soutien de la droite. Ce ne sera finalement pas le cas. Explication Cécile Sixou. La privatisation des aéroports de Paris, les sénateurs n'en veulent pas. À droite comme à gauche, ils ont voté contre au moment de l'examen de la loi Pacte. Pour l'adoption 246, contre 78. Le Sénat a adopté, l'article 44 est supprimé. Une alliance de circonstances que souhaite retrouver Patrick Kanner. Le président du groupe socialiste, avec les communistes, lance un référendum d'initiative partagée, un RIP, contre la privatisation d'ADP. Il a écrit aux 150 sénateurs des autres groupes politiques qui ont voté contre le projet et espère réunir les 185 signatures de parlementaires nécessaires pour lancer la procédure. Je ne suis pas celui qui rentre dans le cœur, dans les reins des sénateurs. Je regarde. Mais encore une fois, j'espère de la cohérence. Et j'espère que nos clivages politiques, qui sont nécessaires, naturels, légitimes dans une démocratie comme la nôtre, peuvent néanmoins être dépassés quand il s'agit de l'intérêt national du pays. Mais du côté des Républicains, même si on rejette la privatisation, on n'adhère pas forcément au projet des socialistes. C'est vraiment le genre de sujet qui n'est pas facile à expliquer en grand public sur un référendum. La question serait quoi? Voulez-vous la privatisation de l'ADP? La plupart des gens vont dire quelles sont les conditions, comment, quoi, qu'est-ce. On va pas faire une campagne sur ça. Le président du groupe LR laissera à chacun la liberté de choix pour signer ou non la proposition de loi. Si le projet passe cette première étape, il faut ensuite qu'il soit validé par le Conseil constitutionnel et signé par 10% du corps électoral, soit plus de 4,5 millions de personnes. Autrement dit, c'est un véritable parcours du combattant. Le grand débat arrive au Sénat après l'Assemblée nationale. Hier, les ministres Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon seront auditionnés demain par les sénateurs. Et la semaine prochaine, c'est Édouard Philippe qui sera à la tribune du Sénat pour débattre de la synthèse de ce grand débat. Un débat sans vote que certains critiquent déjà. Alizé Boissin. Des débats dans le débat. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour des sénateurs de s'emparer du grand débat national jeudi. D'abord, en auditionnant les ministres Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon sur la méthodologie de la consultation. Il aurait été bien d'ailleurs d'aborder la méthode avant. Je pense que ça aurait été bien que la représentation nationale soit associée à la méthode de ce qu'on appelle le grand débat. J'espère qu'on n'aura pas encore un exercice de ventriloquie, c'est-à-dire qu'on fait parler les gens à leur place, mais on ne traite pas les sujets que les gens veulent voir traités. La semaine prochaine, c'est Édouard Philippe qui sera à la tribune du Sénat pour un jeu de questions-réponses après la synthèse du grand débat rendu public lundi. Mais déjà, les critiques émergent sur l'utilité de l'exercice. Je suis très sceptique. Édouard Philippe qui va nous lire ce que l'intelligence artificielle auquel le gouvernement a sous-traité la manière dont il aura les comptes rendus des grands débats, nous dire ça, moi j'y crois pas beaucoup. Ce au quoi je crois plus, c'est le ressenti que chacun a pu avoir parce qu'il a participé à 2, 3, 4, 5, 10 débats. On ne va pas forcément faire des lois ni faire des séances spectaculaires à la fin de ce grand débat. Ce qu'il faut, c'est tenir compte de tout ce qui a été dit, tenir compte aussi de la psychologie de ce qui a été dit pour peut-être modifier le fonctionnement de notre propre démocratie.
Aucun vote dans l'hémicycle n'est prévu à la suite de ce débat avec le gouvernement. La future collectivité européenne d'Alsace en débat au Sénat. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin vont fusionner pour créer une seule collectivité. Hier soir, en séance, les sénateurs ont suivi l'avis du gouvernement. La nouvelle entité s'appellera bien Collectivité européenne d'Alsace. Explication Adrien Develay. Après avoir été une région, l'Alsace deviendra peut-être un département. Mais sous quel nom? La collectivité européenne d'Alsace. Département d'Alsace. Collectivité ou département, sous la question du nom, celle des prérogatives. Incontestablement, à la suite de cette fusion, le département sera un département d'Alsace. Derrière, le fond, c'est qu'est-ce qu'on va donner comme compétences. Comme Guy-Dominique Kennel l'a dit, les deux départements ont souhaité avoir des compétences supplémentaires particulières en disant la simple fusion de nos compétences actuelles ne nous intéresse pas en tant que telles, nous le ferons si nous en avons plus. Le Conseil d'État s'était prononcé pour le nom de département d'Alsace, avec des prérogatives élargies, notamment en matière d'éducation et de transport. La commission des lois du Sénat avait alors suivi cet avis, excluant le nom de collectivité européenne. Mais pour les partisans de collectivité européenne d'Alsace, il s'agit d'en marquer l'histoire et le profil particulier. Chaque jour, 25 500 frontaliers vont travailler en Allemagne et 33 200 frontaliers vont travailler en Suisse alémanique. Il en résulte une coopération transfrontalière ancienne et intense. Le vocable européen, mes chers collègues, sur lequel nous aurons à nous prononcer tout à l'heure, n'est donc pas pour l'Alsace une incantation, mais une réalité vécue et même une nécessité. Les sénateurs ont finalement décidé de passer outre l'avis de la commission des lois et d'adopter le nom de collectivité européenne d'Alsace. 119 amendements doivent encore être votés. Voilà, on continue. Revue de l'actualité parlementaire avec dans un instant l'éclairage de l'œil 2. À tout de suite. Bonjour Benjamin Morel, merci d'être avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Pour nous éclairer. On va essayer. Bonjour Benjamin, on va aller plus loin avec vous, tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme sur les statuts de l'Alsace. Pourquoi fallait-il fusionner Haut-Rhin et Bas-Rhin ? C'était une demande des Alsaciens. Il a probablement été fait une erreur au moment de la loi NOTRe. Alors, ce n'est pas la seule erreur de la loi NOTRe, mais très clairement, la disparition de la région Alsace n'est pas passée. Donc, du coup, il s'agissait de redonner une forme à l'Alsace. Et plutôt que de lui redonner une région, ce qui lui aurait donné plus de compétences, plus de marge de manœuvre, on a construit quelque chose de très bancal entre un département et plus qu'un département, avec un nom qui en fait ne reflète pas la réalité de ce qu'est cette collectivité. Alors justement, la question du nom, elle cristallise les tensions, les passions. On le voit, on l'a vu hier dans l'hémicycle, justement dans le sujet, ce texte déchaîne les passions. Les sénateurs se sont écharpés justement, précisément sur le nom de la future entité. La commission des lois du Sénat avait suivi l'avis du Conseil d'État sur l'appellation département d'Alsace. Finalement, ce sera bien collectivité européenne d'Alsace. Oui, c'était une séance très étrange où le rapporteur du texte, en fait, n'a quasiment pas défendu la position de la Commission, mais sa position personnelle. Donc, au bout du compte, on a eu un retour à ce qu'avait prévu le gouvernement et qui pose un certain nombre de problèmes parce que ce n'est pas qu'un nom, si vous voulez. C'est certes un nom posé sur un département, mais c'est un nom également qui tend à remettre en cause le concept même de département qui jusqu'à présent était la pierre angulaire de notre organisation territoriale. C'est également un nom qui passe, et c'était l'argument du groupe socialiste, comme une sorte de tromperie pour les Alsaciens, parce que cette collectivité, malgré tout, elle n'a que peu de compétences par rapport à un gouvernement, à un département classique. Précisément, la question des compétences, cette future collectivité, elle va être dotée de compétences supplémentaires ? Il y aura quelques compétences supplémentaires, notamment en termes de bilinguisme, alors avec des questions qui se posent également, notamment sur le recrutement des enseignants, des questions également qui vont avoir trait à une autorité sur les autoroutes, avec une délégation des autoroutes, avec toute la question de est-ce qu'il y aura du coup des pouvoirs de police conférés à ce nouveau département. Très clairement, ça n'en fait pas une super collectivité, ça n'en fait pas une région, ça en fait encore moins une collectivité à statut particulier. Pour terminer, Benjamin, ce texte qui entérine donc cette fusion des deux départements, c'est également donner raison, d'une certaine façon, aux régionalismes locaux. Est-ce que ce n'est pas un risque ? C'est un risque, si vous voulez. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de ce type de problème, que les nationalistes corses, dont on parle beaucoup ces derniers jours... Parce que précisément, Emmanuel Macron sera encore demain, on sait que c'est dans un contexte un peu tendu. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés au pouvoir après la création de la collectivité unique de Corse. Quand on prend toutes les études internationales aujourd'hui, on voit que dès lors que vous
faites une collectivité avec une spécificité par rapport aux autres collectivités, vous encouragez le régionalisme et que généralement, eh bien, les partis régionalistes tendent à se substituer aux partis classiques. Et là, très clairement, avec ce droit à la différenciation, plutôt que de donner ce qui aurait été légitime, une nouvelle région Alsace, eh bien, on risque d'encourager, ce que ne veulent pas justement les élus alsaciens, la montée d'une Sauerland, la montée des régionalistes qui, aux dernières élections régionales, ont déjà fait de bons scores. Très bien, merci beaucoup. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Je rappelle que vous êtes chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Merci de vos éclairages. On passe tout de suite à l'interview politique dans un instant, la deuxième de cette édition. Bonjour André Reichstadt, bonjour sénateur LR du Bas-Rhin et merci d'être présent sur ce plateau avec nous. Je vous en prie, bonjour. Bonjour André Reichstadt, vous êtes également vice-président de la Commission des lois et vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat. Alors avant d'entendre votre position sur ce texte en général, ce texte sur l'Alsace, j'aimerais comprendre, revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Finalement, les sénateurs, on vient d'en parler, sont revenus sur le nom de la future entité. Ce sera bien collectivité européenne d'Alsace. Que s'est-il passé et pas département d'Alsace? Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de choses en fait. La commission des lois a fait son travail. Elle a fait du droit. J'en suis membre, j'en suis vice-président, donc je peux en parler. Elle a fait du droit. Elle a effectivement considéré, comme le Conseil d'État préalablement, que cette collectivité européenne d'Alsace, cette collectivité territoriale, voilà, était en fait un simple département auquel on pouvait ajouter, et encore, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller à cet égard, quelques petites compétences. Et hier soir, l'Assemblée plénière la séance a fait plutôt de la politique, en disant que voilà, les Alsaciens avaient un désir d'Alsace, c'est ce que du moins j'ai entendu dire, et qu'il fallait leur donner cette dénomination que soi-disant ils appelaient de leur vœu. Alors moi je suis désolé, je suis alsacien, moi j'appelle pas du tout ça de mes vœux, et je suis persuadé que la très très grande majorité des Alsaciens se moquent éperdument du nom de la collectivité. Ce qu'ils veulent, c'est des compétences. Alors justement, sur ce texte, vous ne mâchez pas vos mots, vous avez déclaré, c'est un texte qui a pour but d'enfumer les Alsaciens. C'est quoi, André Reichstadt, le problème avec cette loi? Alors, juste un peu d'histoire. Trois sondages successifs sur 2 ans ont montré que la très très grande majorité des Alsaciens, 83-84%, souhaitaient retrouver une collectivité avec les pouvoirs, les compétences de leur ancienne région. Bien. Et là-dedans, 2 tiers, 66%, le même pourcentage à travers les 3 sondages étalés sur 3 ans, fait quand même par IFOP et CSA. C'est quand même bon. On dit que ces Alsaciens souhaitaient sortir de la région Grand Est. Donc, c'est ça. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, en quoi cette loi ne répond pas aux attentes des Alsaciens? Puisqu'elle donne justement plus de compétences. J'allais le dire, je répète, ils veulent des compétences de leur ancienne région et ils veulent sortir à 2 tiers d'entre eux de la région Grand Est. On en est très très loin. On se polarise. La question que vous m'avez posée sur la dénomination est assez claire. Voilà, c'est quoi une collectivité européenne d'Alsace? Ils en veulent pas? Non, je viens de le dire, ça leur est égal. Ce qu'ils veulent, c'est des compétences fortes et des compétences d'une région. Personnellement, vous voulez sortir de cette région Grand Est, vous voulez faire éclater cette grande région? Oui. Pour quelle raison? Mais parce qu'effectivement, elle n'a aucun sens dès l'origine, nous le disons. Elle n'a aucun sens sur le plan géographique, elle n'a aucun sens sur le plan historique, elle n'a aucun sens sur le plan sociologique, elle n'a aucun sens sur le plan économique. Je peux dérouler comme ça, elle n'a aucun sens. Et elle est 2 fois aussi grande que la Belgique. La proximité, on a été obligé de créer 12 agences. Mais est-ce que c'est pas le cas de plusieurs grandes régions françaises? Certainement. Les Alsaciens, d'ailleurs, n'ont pas demandé juste pour eux. Ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on mette l'ouvrage sur le métier. C'est quoi l'ouvrage? C'est remettre en négociation la délimitation de ces grandes régions, remettre sur le métier les compétences de ces régions et autant de choses. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, ce texte de hier, c'est une mauvaise réponse à une vraie question et qui ne concerne pas que les Alsaciens. Mais en clair, vous voulez donc revenir sur cette loi NOTRe qui cristallise visiblement vos critiques. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi de régionalisme, de régionalisation et que ça donne également le mauvais exemple à d'autres?
Pour nous, ce n'est pas un mauvais exemple. Pour nous, ce serait un bon exemple. C'est précisément écouter les Français. Voilà. Nous, ce qui nous étonne très fortement, c'est que en plein milieu de la crise des Gilets jaunes, ou plutôt à la fin, où on a dit on va vous écouter, on va vous écouter, on va vous écouter, nous, on ne nous écoute pas. Voilà, on ne nous écoute pas. Et on nous donne un texte qui, je l'ai dit, a pour but d'enfumer les Alsaciens. Et moi, je me félicite que la Commission des lois ait fait du droit, comme le Conseil d'État, en disant mais en fait, ce n'est qu'un département d'Alsace. Alors on va l'appeler collectivité européenne d'Alsace, mais excusez-moi, qu'on le veuille ou non, ça restera un département avec quelques toutes petites compétences en plus. Alors dans ce texte précisément, vous préconisez également l'expérimentation d'une taxe poids lourd spécifique à l'Alsace. Finalement, cet amendement a été rejeté en commission sur cette taxe poids lourd. Sur l'Alsace. Pourquoi vous préconisez cette taxe? Pour une raison essentielle, c'est que le fossé rhénan est devenu véritablement un couloir à camions. Tous ces poids lourds, 1000 par jour au moins, qui, jusqu'à il y a une période relativement récente, passaient sur l'A5. Je fais un peu de technique là. L'A5, c'est l'autoroute allemande qui se trouve à 2 km du Rhin. Ces poids lourds-là, parce que maintenant il y a une taxe là-bas, voilà, viennent chez nous, il n'y a pas de taxe. Bien. Et c'est absolument insupportable. L'Alsace ne supporte pas, pour des raisons climatiques, ce passage de poids lourds. Donc nous souhaiterions simplement avoir la même chose. Très bien. Alors dans le reste de l'actualité, je voudrais qu'on évoque également le grand débat, la sortie du grand débat. Il y aura donc un débat au Sénat en présence d'Édouard Philippe la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce débat au Sénat? Moi, j'attends qu'effectivement, on nous dise quelles conséquences ce gouvernement, le président de la République en tête, qui s'est beaucoup investi dans ce grand débat, veulent faire pour les Français. Il y a clairement un besoin d'écoute. Ce qui concerne la collectivité européenne d'Alsace est vraiment le mauvais exemple. On ne nous écoute pas. Alors, est-ce qu'on va commencer à nous écouter? Et deuxièmement, clairement, comment faire pour désamorcer une crise qui n'a que trop duré et qui se traduit pour la France, notamment ses commerçants, ses artisans, ses entreprises, par des difficultés considérables dont on ne parle pas assez, à mon avis. Dans votre département, dans votre région, vous avez senti une forme justement d'énergie citoyenne avec ce grand débat? Les gens ont joué le jeu, ont participé? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de retours justement sur ces questions de... Je pense qu'il y en a eu, je n'ai pas naturellement de statistiques, mais je pense qu'il y en a eu à l'instar de ce qui s'est passé dans les autres régions françaises. D'accord. Pour terminer, Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains au Sénat, dit qu'on ne pourra sortir de ce grand débat que par les urnes, c'est-à-dire un référendum, ou en tout cas une traduction législative. Vous êtes d'accord? Je le crains, je le crains. Moi je vais même encore plus loin. Moi je suis persuadé que je crains vraiment. Je suis persuadé que ce mouvement ne s'arrêtera pas comme ça. Et on a trop écouté les gens pendant trop longtemps jusqu'à présent pour, le cas échéant, leur vendre ou essayer de leur vendre des mesures qui ne répondraient pas à leurs attentes fortes et nombreuses. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. Il faut être logique. Après avoir déjà dépensé 10 milliards, vous le savez bien, à cet égard, on va jusqu'où? Donc, à mon avis, on risque d'aller de déception en déception. Je le regrette vivement, parce que, je le répète, il faut que la France en sorte. Vous étiez le président de l'Agence de l'attractivité de l'Alsace. Elle a acté son démantèlement. Un papier dans l'Alsace, notre partenaire d'ailleurs, dans cette édition du groupe EBRA. L'animation du tourisme va être confiée à la collectivité d'Alsace. Vous avez tempêté. Pourquoi? Oui, parce que nous avions une agence d'attractivité qui était la fusion entre le comité régional du tourisme d'Alsace et puis Alsace International. La promotion de l'Alsace va être moins bien faite? Alors c'est une promotion qui va être faite différemment. Moi je trouve qu'on a perdu une occasion. D'abord, Triple A, c'est comme ça qu'on l'appelait, Agence d'attractivité de l'Alsace, était vraiment jalousée par toutes les régions de France, avec ses résultats en plus totalement, vraiment très performants. C'est pas moi qui le dis, c'est Business France, à la fois sur le tourisme et sur l'économie. On sépare le tourisme de l'économie. Déjà, il y a des pertes en ligne, c'est évident, et on va se retrouver avec une agence d'attractivité qui s'occupe de faire venir des investissements étrangers, dont on dit qu'elle va être élargie au Grand Est. Alors moi j'ai fait ça quasiment pendant 2 décennies. Je peux vous dire que c'est pas la bonne solution. Lorsqu'on va en Chine, au Japon et qu'on va démarcher une entreprise, on vient pas lui vendre la santé, on vient lui vendre un produit, un écosystème strasbourgeois correspondant à son besoin véritable. Voilà, c'est à mon avis
C'est un mauvais coup porté à l'Alsace encore là. André Reichstadt, un mauvais coup pour... pour l'Alsace. Oui. Merci, sénateur LR du Bas-Rhin. Merci d'avoir été notre invité. Merci. On passe à l'agenda. Dans le reste de l'actualité, la guerre du camembert qui débarque au Sénat. C'est ce qui s'appelle en faire tout un fromage. Plusieurs sénateurs montent au créneau pour protéger le camembert de Normandie au lait cru. D'autres défendent son avatar industriel fabriqué en Normandie, avatar au lait pasteurisé. Récit de cette guerre au sommet avec Adrien Develay. La guerre du camembert est finie. Le fromage le plus célèbre de France, au cœur d'une âpre bataille politique. En cause, l'appellation d'origine protégée du camembert, dont les industriels aimeraient bien aussi pouvoir profiter. Jusqu'à présent, on distinguait le camembert AOP, au lait cru moulé à la louche et qui disposait de la mention de Normandie, au camembert au lait pasteurisé, souvent industriel, et sur la boîte duquel figurait fabriqué en Normandie. Les acteurs se sont mis d'accord. L'appellation d'origine protégée réunira désormais lait cru et pasteurisé. Le premier sera baptisé haut de gamme, le second cœur de gamme et devra répondre à des conditions strictes. Une AOP du véritable camembert de Normandie qui sera au lait cru, et puis une autre qui aura un cahier des charges très lourd, notamment avec un pourcentage de lait en provenance de troupeaux de vaches normandes. Mais ce double label est loin de satisfaire tout le monde. Certains acteurs craignent que cette mesure porte atteinte à la crédibilité même de l'appellation AOP. Le camembert pasteurisé, fabriqué à la chaîne, certes avec 30% de normande, mais quand même fabriqué à la chaîne et pas moulé à la louche, n'aura plus rien à voir avec un camembert de tradition au lait cru moulé à la louche à la main. Ce qui veut dire que dans une AOP, vous introduisez l'idée que vous avez des produits totalement différents, l'original et la copie. Les opposants à cette réforme craignent que cette décision soit appliquée à d'autres fromages comme le brie de Meaux ou le comté. L'INAO, l'institut qui contrôle les AOP, a d'ores et déjà précisé que seul le camembert en bénéficierait. Voilà le camembert au programme. Tout de suite, c'est l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. Alors, il faudra suivre aujourd'hui à 14h. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et Didier Lallemand, le nouveau préfet de police de Paris, sont auditionnés par la commission des lois sur les événements, les violences à Paris du 16 mars. Dernier autre temps fort demain, et vous pourrez le suivre en direct sur notre antenne à 8h30. Audition de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Vargon. Les ministres sont auditionnés sur la méthodologie du grand débat national. Audition sous forme d'un débat interactif avec les sénateurs. Il y aura 16 questions-réponses de 2 minutes chacune. Et puis demain également à suivre en direct, bien sûr, et en intégralité sur notre antenne à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Voilà, on passe tout de suite aux revues de une de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. On démarre avec la une du Télégramme à Saint-Brieuc. 1000 maires bretons devant Emmanuel Macron, Saveria. Voilà, ils se donnent rendez-vous aujourd'hui à Saint-Brieuc pour les premières assises des maires de la région. Ils seront face au président de la République qui a fait le déplacement. Ces maires dressent un état des lieux de leur rôle et de leur mission. Ils entendent aussi faire des propositions au chef de l'État. Il y aura 3 grandes thématiques principales. Le haut débit, la fibre optique, les rapports entre les communes et l'intercommunalité. Et enfin, les relations État-communes. Contrairement au précédent débat marathon, Emmanuel Macron n'a prévu de rester cette fois que 2 heures sur place. Dernière étape de son Tour de France dans le cadre du grand débat. Le président se rendra ensuite en Corse demain. Et puis de nombreux sujets dans nos JT également. Et c'est la une de La Voix du Nord, ces déserts médicaux. Une lutte sans fin à la une. À quand la fin des déserts médicaux? Pendant les 2 mois du grand débat national, des sujets plus que d'autres ont émergé des réunions publiques. La Voix du Nord a décidé de les décrypter. Aujourd'hui, les déserts médicaux, ce sont ces territoires où les professionnels de santé manquent, à commencer par les généralistes. Dans une tribune adressée à la presse régionale, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, confirme qu'elle ne suivra pas une idée fortement avancée dans le grand débat, obliger les médecins à s'installer où il en manque. Face aux déserts médicaux, elle maintient et explique sa loi santé. Répartir la pénurie de médecins est impossible. Il manque des médecins dans toutes les spécialités et dans tous les territoires. Les mesures coercitives ont par ailleurs échoué dans tous les pays qui les ont essayés, en Allemagne, au Danemark ou encore au Canada, explique la ministre. Marseillaise maintenant, enquête sur ces marchands de sommeil. 520 € pour un garage transformé en studio de 17 mètres carrés. Jennifer, 22 ans, emménage il y a un an, en mai 2018, sans état des lieux, dans ce studio loué par André Malray, qui est adjoint en charge du patrimoine à Marseille, un endroit
insalubre, rongé par les champignons. Depuis, Jennifer a signalé cette insalubrité aux services municipaux. Elle ne paye plus son loyer. André Malraux, lui, s'est dit effaré par l'ampleur prise par cette affaire, dans laquelle il s'estime irréprochable. Voilà le genre d'histoire qui émerge de plus en plus à Marseille depuis le drame de la rue d'Aubagne en novembre dernier. Marseille est à l'instar de l'Île-de-France, plus exposée aux marchands de sommeil que d'autres territoires. À lire ce matin donc, une grande enquête sur ces escrocs, un véritable système mis à jour dans les quartiers pauvres de la ville pour enrichir donc les marchands de sommeil. La Marseillaise, merci. Saveria, on vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire en dernière partie d'émission. Dans un instant, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir, ça se gâte. Puis on revoit le Zap Matin Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Theresa May va réclamer un nouveau report de la date du Brexit au-delà du 12 avril, mais avant le 22 mai, le temps de trouver un accord. Je reste dans l'espoir qu'il y ait encore une petite chance que la Chambre des communes puisse ratifier cet accord, qui est le seul possible, le seul utilisable, si le Royaume-Uni veut sortir de manière ordonnée. Il restera un ami, un allié essentiel, mais nous ne pouvons passer les prochains mois à régler encore les modalités de notre divorce et à solder le passé. Il y a 3 ans, il y a une campagne où des nationalistes britanniques ont vendu du vent, du rêve, des mensonges aux Britanniques, et qu'aujourd'hui, ils le payent, les Britanniques, et c'est un cauchemar pour eux, et je ne m'en réjouis pas. Mais nous avons les mêmes nationalistes chez nous. Rappelons-nous que Marine Le Pen, au lendemain du vote du Brexit, disait « Demain, c'est le tour de la France ». Est-ce que oui ou non, vous souhaitez un référendum pour demander aux Français s'ils souhaitent rester dans l'Union européenne? Moi, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur des Français. Donc vous êtes favorable à ce référendum? Et pas seulement à cette question. Ce soir, on a la possibilité d'un Frexit en plus du Brexit. Et ça, c'est une information politique chez vous, Madame Ferrari. Vous avez peur? Attendez, il y a quand même une question de fond. Vous avez peur que les Français vous répondent qu'ils ne sont pas favorables à l'adhésion à l'Union européenne? Est-ce que vous voulez remettre en cause l'adhésion de la France à l'Union européenne? Êtes-vous prêt à le faire? Bon, allez, on ne va pas s'en sortir là. On a débattu avec les maires, puis après on a débattu avec les femmes, puis on a débattu avec les banlieues, puis on a débattu avec les enfants, puis là on va débattre avec les députés, et puis demain on va débattre avec les collectionneurs de nains de jardin, et puis les joueurs de boules du dimanche. Enfin, on voit bien qu'en fait ils cherchent à gagner du temps. Vous ne jouez pas les prolongations ? Pas du tout. Vous savez, ça prend du temps de débattre, ça prend du temps de restituer la parole des Français. Vous savez le nombre de contributions qui ont été portées pendant ce grand débat national. Il a offert l'occasion à nos concitoyens de parler ensemble, en s'écoutant, en confrontant des points de vue qui n'étaient pas toujours évidemment convergents. Il leur a permis de parler de politique nationale. Ce grand débat a été, de ce point de vue, quelque chose d'utile et de précieux. Les prélèvements obligatoires sont plus importants que sous François Hollande. Plus important. La dépense publique est plus importante que sous François Hollande. Alors, le gouvernement peut dire ce qu'il veut. La réalité est contre lui. Les faits sont contre lui. Moi, je ne dis pas ça pour jeter des cendres. Je dis simplement cela pour que le gouvernement se réveille, commence à réformer ce pays. Peut-être faut-il que le président m'autoriser un conseil écoute plus, c'est ce qu'il est en train de faire, et que l'accueil sympathique et républicain que nous avons ensemble ne suffit pas à créer les conditions d'un dialogue en vérité. Voilà, le Zap Matin de Christophe Combarieux.
Demain, on se retrouve sur ce plateau en direct. C'est Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui sera notre invité. C'est le Benjamin du gouvernement. D'ici là, passez une bonne journée. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve donc demain pour de nouvelles éditions. Au revoir à tous. Merci.